Bienvenue dans le débat sartois, émission proposée par la rédaction d'LMTV Sarthe en partenariat avec Ouest France. Ce mois-ci, quelques jours après la 92e édition des 24 heures du Mans, l'une des plus grandes courses automobiles du monde, nous allons interroger notre rapport à la voiture individuelle et son usage. Pour certains d'entre nous, son utilisation est indispensable. Pour d'autres, elle est occasionnelle et se pose déjà la question de savoir alors si on a vraiment besoin d'en posséder une. Et pour d'autres encore, elle est un objet de convoitise, un symbole puissant qui nous définirait dans la société. Mais pour les ingénieurs, elle peut aussi être un chantier d'infinie innovation technologique. Arrêtons-nous quelques minutes, si vous le voulez bien, le temps de cette émission, et posons-nous cette question. À l'heure où les rapports successifs du GIEC nous disent qu'il est urgent de limiter nos émissions de gaz à effet de serre sous peine de rendre notre planète invivable, non pas à long terme, mais à moyen voire court terme, comment envisager de réduire et de repenser nos déplacements? Une question de société fondamentale que nous allons aborder tout de suite. Voiture individuelle et urgence climatique, sommes-nous prêts à couper le moteur? Et cette question est posée dans un essai publié le 28 juin aux éditions Rue de l'Échiquier et rédigé par Ludovic Bu. Ça tombe bien, il est sur notre plateau. Vous êtes expert, consultant en mobilité et conseiller municipal du Mans. On va parler avec vous de l'opportunité justement de réfléchir à ce sujet. À nos côtés également Frédéric Beauchef, deuxième vice-président du conseil départemental de la Sarthe, commission infrastructure routière et mobilité. Et puis Jérôme Lachaze, responsable RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, vous le savez sans doute, à l'Automobile Club de l'Ouest. Ça tombe bien, c'était les 24 heures du Mans il y a quelques jours. Avec moi pour co-animer cette émission, en partenariat avec Ouest France, Jérôme Lourdet. Merci d'être avec nous, Jérôme. C'est un plaisir. Alors, première question, Ludovic Bu, c'est un petit peu ce qui a motivé cette émission, pour être honnête, l'essai que vous publiez là, dans quelques jours, qui va sortir. Dans cet essai, vous avancez des chiffres qui montrent que les Français se déplacent de plus en plus. Dans les années 70, la distance moyenne quotidienne parcourue par individu était de 18 km contre 57 km en 2024. Comment on explique ce phénomène, Ludovic Bu? Il faut préciser que c'est 18 km par jour. Par jour. Et 54 par jour, voilà, et par individu. Avec des grandes disparités, puisque certains font quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres, et d'autres en font beaucoup plus. Il y a ce qu'on appelle les hypermobiles qui peuvent faire 100, 150, 200, 300 km par jour. Certains métiers amènent à ça, et puis certaines situations professionnelles également. Par exemple, 1000 à peu près habitants du Mans vont à Paris pour travailler tous les jours en TGV. Et cela parcourt 600 km. Entre l'aller et le retour, et puis quelquefois en plus ils viennent de la campagne sartoise, et donc voilà, il y a de très grosses disparités. Alors comment on explique une telle explosion en fait? C'est tout simplement parce qu'on a mis en place un système d'infrastructure et de promotion et d'image sociale autour de la voiture qui fait qu'on est passé de 7 millions de véhicules en 1960 à 40 millions de véhicules individuels en France aujourd'hui. Et donc on a fait tout le système de déplacement autour de la voiture et autour des infrastructures qui permettent de l'utiliser. Donc de fait, puisqu'on a fait ce mouvement collectivement, c'est des décisions qui ont été prises depuis des décennies, le résultat, il est assez logiquement que puisqu'on a ouvert les vannes, les gens les utilisent. Pour autant, dans votre essai, on voit bien que le tout transport en commun, c'est pas forcément non plus une solution adaptée. Non, absolument. Les transports en commun ne sont pas une solution pour énormément de déplacements. C'est très bien pour les cœurs de ville, ça fonctionne, ça permet de transporter beaucoup de personnes au mètre carré. Pour autant, ça coûte très cher aux collectivités, ça nécessite des infrastructures également, et ça ne répond pas à un grand nombre de besoins. Je crois que j'aurais dû commencer par ça. La voiture est un extraordinaire outil technologique et en termes d'usage pour de nombreux usages. Notamment lorsque, comme je viens de le faire avant cette émission, j'ai amené ma mère qui a presque 80 ans de chez elle au Mans et de chez elle au nord des Yvelines au Mans. Avec ses valises, avec ses difficultés à se mouvoir, la voiture est un outil extraordinaire pour ça. Pour partir en vacances avec des enfants et des valises, la voiture est un outil extraordinaire. Donc vous n'êtes pas anti-voiture? Pas du tout. J'en utilise assez régulièrement, je n'en possède pas, mais j'en loue assez régulièrement lorsque ces usages sont justement ceux qui... là où la voiture est vraiment l'optimum de ce qu'on peut faire. Après, le constat que je fais et qui amène le titre de ce livre « Tout voiture
on arrête tout et on réfléchit, c'est qu'on est arrivé à un système absurde, un système d'obésité automobile, qui entraîne d'ailleurs une obésité physique ensuite. Les enfants ne marchent plus, les humains, les adultes ne marchent plus, et on commence à être tous avec de l'embonpoint. Et le problème est qu'on est arrivé à trop, et donc ce trop provoque des pollutions, provoque des gènes, provoque une accidentologie, provoque, etc., etc. Et donc mon essai vise juste à dire, réfléchissons, partons d'un constat de tous les effets délétères du trop de voitures, et pas de la voiture en tant que telle, et réfléchissons à comment on peut faire pour offrir des solutions pour les déplacements dont on a besoin. Vous et moi et tous les autres, on a tous besoin de se déplacer. Il faut que j'arrête de taper le micro. Et essayons de trouver des solutions pour répondre à nos besoins qui engendrent ces déplacements qui se sont démultipliés. J'insiste, en termes de distance, pas en termes de temps, parce qu'on passe quasiment autant de temps, il y a un tout petit peu plus maintenant, mais qu'il y a 50 ans et qu'il y a 100 ans à se déplacer. Simplement, on fait 10 fois plus de distance qu'il y a 100 ans. Et donc, en réalité, on ne gagne pas de temps, on ne fait que allonger les distances. Parce et donc que la technologie nous le permet. Parce que la technologie nous le permet, parce qu'on nous y incite, et parce que aussi, on a créé des besoins, par exemple, en fermant les centres de santé de proximité, en fermant les commerces dans les villages, en fermant les écoles, etc., etc. Et donc, in fine, tout ça crée du déplacement et du besoin de déplacement à longue distance. Ça, c'est des politiques à long terme, Frédéric Beauchef. Je me tourne tout de suite vers vous parce qu'en effet, en tant que vice-président du département en charge des mobilités, des infrastructures, des routes, c'est des politiques, évidemment, que vous envisagez à long terme. Ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, j'allais dire, tout ça. Non, après, le constat, il n'est pas nouveau. Il a d'ailleurs été au cœur d'une des crises sociales les plus importantes qu'on ait connues, celle des Gilets jaunes. Parce que dire qu'on est confronté uniquement à des phénomènes que vous avez décrits, ce n'est pas complet. On a aussi toute une partie des populations qui a été obligée de quitter les centres-villes, devenus trop chers, qui a été obligée pour des raisons qui ont, avec la flambée du prix du gasoil et de l'essence, donné lieu à des blocages de ronds-points. On a vu qu'il y avait des raisons fortes aussi liées au déplacement. Et puis les déplacements, ils ne sont pas tout le temps contraints ou subis. La voiture, ça peut être aussi un plaisir, ça peut être aussi du bonheur, et ça peut être aussi de la liberté individuelle. Moi, j'y suis assez attaché. On l'a vu avec, et ça, tous les Sartois, puisque j'ai la chance d'être enraciné dans mon département, de voir que les 24 heures du Mans, c'est un événement exceptionnel qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver, et pouvoir se déplacer aussi comme on le souhaite. C'est vraiment une conquête, une belle conquête de l'autonomie. Après, le constat qui a été fait sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la nécessité de changer les motorisations, d'avoir des moteurs plus économes, le constat qui a été fait aussi de promouvoir les modes de déplacement doux, quand on peut le faire, en ville. Il est fait depuis plusieurs années par l'ensemble des collectivités, avoir facilité les déplacements vélo, faciliter les autres types de mobilité, quand c'est possible. Et puis là, quand c'est pas possible, évidemment, la voiture a un avantage comparatif incomparable, irremplaçable, en particulier quand on habite dans des secteurs ruraux ou même dans des villes de taille moyenne comme Mamers, où en fait se déplacer en voiture simplifie la vie. On peut aller faire ses courses en 2 minutes, on peut aller à l'hôpital en 3 minutes. On n'a pas les problèmes de congestion automobile qui sont les problèmes de certaines grandes villes. Et c'est vrai que dans les grandes villes, ce combat-là, il est indispensable. Parce qu'il faut qu'une partie des usagers aillent sur des modes doux, des modes collectifs, au détriment de la voiture qui bloque tout. Mais on ne peut pas être évidemment anti-voiture parce que ça représente déjà trop de choses. Il y a un attachement réel de nos concitoyens, une affection, on est attaché à sa voiture, et puis une vraie utilité sociale. Donc il y a un débat à ouvrir, mais il est ouvert déjà, je pense, moi, depuis le renchérissement du prix des carburants et des gilets jaunes. L'ACO que vous représentez, Jérôme Lachaze, en tant que responsable RSE, je le disais tout à l'heure, travaille sur ces sujets. Elle facilite notamment la prise de décision d'aller sur le circuit, par exemple, en mobilité douce, avec le Green Ticket, par exemple. Oui, on est parti du constat que, comme n'importe quel grand événement sportif, voire culturel, le principal impact carbone, c'est lié aux spectateurs. 64% du bilan carbone, c'est lié aux spectateurs. C'est les déplacements des spectateurs. Donc on est parti de ce constat-là pour se dire comment est-ce qu'on fait pour réduire cet impact-là. Puis vous avez fait un bilan carbone, hein, c'est rare pour être souligné. L'année dernière, 36 887 tonnes de CO2 émises pendant les 24 heures en 2023. Ouais, après, quand on est 24 heures du Mans, si on veut être crédible sur le discours, on doit pouvoir étayer. Donc c'était la base de faire un bilan carbone. Après, on a fait le choix de définir une trajectoire de réduction carbone aussi, alignée sur les préconisations qui ont suivi l'accord de Paris, en intégrant la partie spectateur. Et ça, pareil, c'est un grand débat qu'il peut y avoir dans les grands événements sportifs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à les sortir. Nous, on a voulu les intégrer.
Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire cette part liée au déplacement. On a développé un green ticket qui a fait, voilà, on a 10 000 personnes qui ont choisi ce mode ce green ticket. Pour l'instant, c'est pas beaucoup. Pour l'instant, c'est pas beaucoup parce que 329 000 spectateurs annoncés cette année, 10 000, bon. Après, c'est un début, vous allez dire. Voilà, c'est sur la billetterie, on est entre 5 et 7% de la billetterie parce que les gens reviennent plusieurs fois. On s'est rendu compte que ça a fait x5 et on les incite avec une réduction de 10% sur le billet. Sur le green ticket, excusez-moi, il y a certains qui soupçonnent un phénomène greenwashing, hein, j'imagine qu'on vous en a parlé, en disant finalement les utilisateurs, les spectateurs qui venaient avec ces moyens de transport, ils voient un effet d'aubaine. C'est-à-dire que les gens qui utilisaient déjà ces moyens de transport-là se disent finalement je vais avoir un ticket gratuit. Et notamment, imaginons, moi j'arrive au volant de ma Tesla de la banlieue de Munich ou de Francfort, j'ai droit à mon green ticket parce que j'ai un véhicule électrique ou hybride. Bah, et voilà. Par exemple, par contre, si j'arrive avec ma Laguna de ma Mers, j'ai pas mon green ticket, même si on est à 5 dans la voiture. Hein. On est obligé aussi de définir des règles et d'avoir des éléments de vérification. Pour vérifier que les gens sont bienvenus, on a en effet demandé les cartes grises pour vérifier que c'est une voiture électrique. On n'est pas rentré dans des enjeux de critère 1, critère 2, critère 3, on pourrait tout à fait le faire. Après, quelqu'un qui vient de loin, on a, je crois, 50 voitures qui sont venues du Danemark. L'économie carbone que ça a généré, c'était 15 tonnes de CO2 en moins, parce qu'ils étaient venus à 50 voitures électriques du Danemark. Sur le Green Ticket, on a pris le principe de dire à chaque mode de transport, on veut un élément preuve. Le seul élément preuve que vous avez sur la voiture, c'est en effet la partie carte grise. La Laguna, s'ils viennent à plusieurs, c'est en effet le côté covoiturage. Encore faut-il pouvoir le justifier. Encore faut-il pouvoir le justifier. C'est des discussions qu'on a déjà eues. Et comment est-ce qu'on arrive à faire aussi que les personnes qui viennent à plusieurs dans une voiture le justifient sans avoir des surcoûts qui sont liés à une plateforme de covoiturage. On apprend aussi sur ce principe-là. C'est pour ça qu'on n'est que à 10 000 et qu'en effet, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire grossir cette partie-là. Ça va prendre du temps. Il faut aussi qu'on arrive à, en face, apporter les services qui soient adaptés. On a rajouté des parkings à vélo, on a un parking de covoiturage. Pour ceux qui connaissent le circuit, la porte Est, qui est donc celle de l'arrivée du tramway, c'est la première porte maintenant d'arrivée des gens au circuit. Ça veut dire qu'il y a une modification aussi de la façon dont on vient au circuit. Il y en a beaucoup plus qui viennent en tramway. Et l'année prochaine, je crois que les rames de tramway vont être agrandies, donc ça va permettre aussi de générer une arrivée un peu plus importante. On a aussi de plus en plus de parkings relais. On a beaucoup travaillé avec la région et avec la SNCF pour avoir des trains. Donc on essaie de proposer des solutions alternatives pour justement venir au circuit et vivre une expérience sur le circuit qui soit en mode de mobilité douce, donc à pied ou en vélo. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a encore quelques années, on avait plus de 10 000 voitures dans l'enceinte même du circuit. C'est vrai. Là, on doit être à 1300 ou 1500 véhicules. On voit bien que vous faites des progrès. Hein. Non, mais je sais, mais c'est pas encore parfait, évidemment. Voilà, il y a plein de problèmes qui se posent encore, il y a plein de questions. Mais non, on essaye d'aller le... Ouais. Enfin, c'est comment est-ce qu'on fait aussi pour pouvoir étayer ça. On ne supprimera pas la voiture aux 24 heures du Mans, parce que... C'est compliqué, ouais. Non, mais c'est ce que vous disiez, c'est très intéressant. Je ne suis pas sartois et je ne connaissez pas aussi bien les 24 heures du Mans que certains d'entre vous, puisque ça fait 4 ans que je suis là. On est biberonné aux 24 heures. Vous êtes biberonné aux 24 heures du Mans. Quand je suis arrivé, je me suis dit c'est génial, il y a le train, il y a le tramway, donc en effet il y a une connexion qui est directe, sauf que les gens viennent 3, 4, 5 jours. Et la voiture, ça sert pour se loger, pour sa garde-robe. Et un tiers du public est sartois, il faut quand même le dire aussi. Le circuit est sartois et on a l'impression qu'il appartient d'une certaine manière aux Sartois. Je me tourne vers vous, Frédéric Beauchef, parce que vous allez devoir nous quitter avant la fin de l'émission. Cette appartenance vraiment sartoise à cette compétition, il y a un côté un peu irrationnel et extrêmement ancré localement. Vous faites partie de ces passionnés. Enfin, oui, il y a un côté affectif nécessairement et nous on est contents de voir un spectacle. Mais je parle d'irrationnel parce que sincèrement, pour beaucoup parler avec les gens sur le circuit, ça se ressent réellement. Oui, franchement oui, parce que c'est vrai que c'est une fierté pour la Sarthe, c'est une fierté pour le département. On a une compétition internationale avec chaque année du top niveau, encore des records battus, une superbe édition. C'est pour nous vraiment un très très beau spectacle. Et la place de l'automobile, c'est pas le mal absolu. Hein. Faut bien, voilà, l'automobile bashing, c'est une erreur aussi. La Sarthe, c'est Renault.
de la Sarthe, c'est des constructeurs automobiles et pas des constructeurs sur les grands circuits, des constructeurs de la voiture du quotidien aussi. On a une tradition ouvrière, on a une tradition de production industrielle. La baisse de la production automobile dans notre pays, c'est 100 000 emplois ces dernières années. Alors c'est vrai que d'un côté, on a un discours en disant c'est affreux l'automobile. Et on se flingue, on tue nos emplois, et nos emplois industriels, en particulier en Sarthe. Et après, on s'étonne qu'il y ait des difficultés sociales, alors que la production industrielle, c'est une production qui crée des richesses et qui crée des richesses de services aussi. Donc l'ADN sartois, il est sur le circuit, il est sur l'industrie, il est sur la production automobile, et on y est tous extrêmement attachés. Ludovic Buch, par rapport à ça une tradition qui a 100 ans, c'est pas une tradition, c'est une habitude. Le circuit, il n'est pas là depuis des siècles. Les voitures, elles ne sont pas là depuis des siècles. Et donc, j'entends que depuis 4 générations, on est accroché et attaché à ce circuit. Pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que le fait que la CO ait fait un bilan carbone et qu'il réfléchisse à l'impact de son événement, c'est très bien. Et je l'ai d'ailleurs salué dans un communiqué de presse il y a 1 an ou 2. Quand vous avez lancé l'initiative, j'ai dit, le Connecticut, c'est bien, tant mieux. Le problème majeur, à mes yeux, c'est que, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, et vous venez de le répéter, c'est un modèle qui fait rêver. Et de quoi ce modèle est la perpétuation? Qu'est-ce que ça perpétue? Ça perpétue des voitures qui tournent en rond, à toute berzingue, en consommant beaucoup d'essence, pendant 24 heures, et en étant surpuissantes. Et alors, si vous me permettez... Il faut désespérer. Un modèle qui fait rêver, c'est pas mauvais. Vous savez, dans des périodes justement, qu'est-ce que ça donne ensuite? C'est très important pour nous. Qu'est-ce que ça donne ensuite? En tant que Sartois, moi, je vous le dis. D'accord, mais qu'est-ce que ça donne ensuite? Ça donne des véhicules qui font 3 000 à 4 000 morts par an sur les routes, notamment en grande partie à cause de la vitesse. Ça donne des gens qui veulent absolument se déplacer dans des véhicules qui vont le plus vite possible. Et c'est très frustrant. Moi-même, quand je conduis et qu'on me donne un véhicule qui va à 200 ou qui peut aller à 200 ou 300 km/h et qu'on me dit vous avez le droit d'aller à 50, c'est extrêmement frustrant. Et donc on a une dichotomie entre ce que la course véhicule comme image, ce que la publicité automobile, parce que la course c'est qu'un épiphénomène, il faut quand même se concentrer sur l'essentiel. Les plus grands budgets publicitaires en France, c'est Renault, Peugeot, Citroën, Toyota, etc. Et donc l'image qu'il y a dans les publicités pour la voiture, c'est toujours des villes dans lesquelles il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de circulation, il n'y a aucun problème de stationnement. Et qu'est-ce que ça donne derrière? Ça donne des gens qui disent « c'est pas normal, vous les collectivités, vous faites pas assez. C'est pas normal, je peux pas me garer au pied de là où je vais. C'est pas normal. » Parce que dans la pub, ils m'ont promis un truc que moi, je ne peux pas tenir. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Personne aujourd'hui ne se dit je vais pouvoir me garer dans le magasin ou je vais pouvoir me garer. Tout le monde a compris qu'il fallait pas assez des consommateurs, qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait développer les autres modes de déplacement. Les autres modes de déplacement doux qui sont complémentaires, mais qui ne peuvent pas se substituer. Et c'est vrai qu'après, c'est pas parce qu'on a une voiture qui va à 170 qu'il ne faut pas respecter les limitations de vitesse. La plupart des automobilistes respectent les limitations de vitesse. Beaucoup d'accidents mortels, effectivement, sont causés par la vitesse, mais pas que, aussi par tout type d'addiction et d'usage d'écran. Et donc c'est vrai que mettre que uniquement la vitesse d'un circuit qui serait de manière subliminale la cause d'accidents sur la route, c'est faire un raccourci qui n'est pas... caricaturer mon propos. Moi je dis juste que... le vôtre, mais qui n'est pas la réalité. Je dis juste que la course participe de ça, et j'ai bien insisté sur le fait que c'est plutôt la publicité qui est vraiment l'enjeu, c'est pas la course. Et encore une fois, si les 24 heures décidaient auto, les 24 heures vélo, les 24 heures camion, les 24 heures tout ce que vous voulez, participaient de l'effort de la voiture du 21e siècle, qui est celle qui doit consommer moins, beaucoup moins, celle qui doit transporter plus de personnes, celle qui doit être multi-usage, à ce moment-là, et produite en France, pas produite en Chine. À ce moment-là, moi, je serais à 100% avec les 24 heures. Mais aujourd'hui, c'est la voiture du passé qu'on continue à faire tourner. Alors, vous parlez de la voiture du passé. Ce que met en avant beaucoup la CO, c'est justement, on vient sur les circuits pour préparer la voiture de demain. Alors là aussi, on peut être un peu sceptique, dubitatif sur la voiture de demain. Est-ce que vraiment des voitures qui tournent pendant 24 heures à des vitesses folles, c'est une façon de préparer la voiture de demain qui sert 8 fois une demi-heure dans la semaine et qui va beaucoup moins vite, quoi. En quoi c'est vraiment un laboratoire? Ça a été un laboratoire pendant des années. Il y a beaucoup d'innovations qui viennent des 24 heures du Mans. Et au jour d'aujourd'hui, on travaille en effet sur la partie biocarburant, sur les pneus. Il y a l'hydrogène aussi sur lesquels on travaille, qui est, ça fait maintenant presque 6 ans que ce virage-là, en tout cas ce projet-là, on l'a pris justement pour se dire comment est-ce que la course automobile de demain préfigure aussi ce que sera la mobilité. Ce ne sera pas forcément la mobilité individuelle, ce sera de la mobilité collective. C'est comment est-ce que, à travers ce projet hydrogène
sur lesquels travaillent déjà Toyota et Alpine, on arrive à trouver des solutions pour des mobilités hydrogènes qui seront des mobilités lourdes, qui sont peut-être des mobilités individuelles. Donc c'est en ce sens où, en effet, c'est un laboratoire. Après, il y a les carburants sur lesquels on travaille. En effet, le fait qu'on ait un carburant 100% renouvelable depuis 3 ans, ça participe aussi à voir comment est-ce que les voitures réagissent à ce type de carburant. La partie pneus aussi, que ce soit Michelin ou Goodyear, ils font énormément d'efforts pour travailler sur la partie sourcing, durée de vie et ensuite recyclage. Donc c'est en ça où ça reste un laboratoire sur les consommables et aussi sur la motorisation de demain. Après, l'hydrogène, c'est un vaste sujet, c'est l'une des solutions. Vous connaissez sans doute mieux que moi les 24 heures. L'électrique n'est pas une option pour les 24 heures du Mans. L'hydrogène est un très bon laboratoire. Après, ça prend du temps parce que c'est aussi c'est de l'expérimental et il faut que ça reste aussi quelque chose qui soit acceptable pour le public sportif. Il faut trouver le juste milieu. Ce que disent pas mal d'experts, peut-être que Ludovic Bull pourra le confirmer, c'est que l'hydrogène n'est pas adapté à des véhicules légers. La voiture de Monsieur Tout-le-Monde de demain, qui pèse de plus en plus lourd, ça c'est un autre sujet. On pourra peut-être aborder si on a le temps. Je vous interromps, Frédéric Beauchef. Si vous avez besoin de partir, je vous en prie, filez. Pas d'excès de vitesse. Il a un rendez-vous, voilà. Des agendas très serrés. Donc, je vous en prie, je vous remercie mille fois d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Au revoir. On disait le poids de la voiture. Le poids de la voiture et les sujet. solutions hydrogène, électriques ou autres, Voilà. Finalement, vous pointez du doigt dans votre ouvrage, dans votre essai, l'obésité des voitures exponentielle, pour ainsi dire. Mais en fait, on est dans la même continuité. C'est-à-dire que les voitures ont grossi. Alors, elles consomment moins au kilomètre, certes, mais elles ont grossi, elles ont grandi en puissance, elles prennent plus d'espace, elles parcourent plus de distance. Et vous avez dit, par exemple, tout à l'heure, la question, c'est faire des transports collectifs. Moi, je ne crois pas. Je crois que l'enjeu principal, transport collectif en ville, bien sûr, mais l'enjeu principal, c'est de diminuer les besoins en quantité de kilomètres à parcourir pour répondre à nos besoins. Quand on a besoin d'aller chercher une baguette à la boulangerie du coin, eh bien, la première question, c'est est-ce qu'il y a une boulangerie du coin ? Et donc, c'est un peu de ma faute, je suis arrivé en retard, donc il faut reconnaître que M. Beauchef a dû partir en grande partie de ma faute. Parce que vous étiez en voiture. Parce que j'étais en voiture, voilà. Je l'ai précisé, hein, je transportais ma mère, voilà, bon. Non, mais je m'adresse aux collectivités et il est parti de ma faute. Alors, je vais en même temps, vous faites partie d'une collectivité aussi. Oui, tout à fait. Donc, avec laquelle je suis assez hors désaccord, notamment sur l'hydrogène. Mais non, mais la question, c'est que pour moi, une collectivité, aujourd'hui, elle doit, et particulièrement un conseil départemental ou un conseil régional, qui s'occupe des zones rurales notamment, doivent plutôt favoriser la réintroduction de services, notamment de services publics, mais aussi de services de loisirs, mais aussi de courses, etc., dans les campagnes. Ne pas fermer des écoles, même s'il reste qu'une classe, et même s'il reste 10 élèves, il vaut mieux garder une école ouverte parce que ça fait vivre un village et éventuellement les 2 ou 3 qui sont alentours. Et donc la question prioritaire pour moi, c'est comment on recrée des proximités. Et pour ça, baisser la vitesse, c'est pas une mauvaise idée parce que ça fait aussi que loin semble plus loin que si on peut y aller très très vite. Si on peut aller à New York en Concorde, New York paraît juste à côté. Là, il faut changer complètement les habitudes des gens. Et des événements comme les 24 heures du Mans, c'est pas forcément des événements qui vont changer les habitudes des gens, si vous me permettez. On peut les adapter. Après, si on parle des 24 heures du Mans, je pense qu'en effet, c'est comment est-ce qu'on développe le multimodal, essayer que les derniers kilomètres soient en effet beaucoup plus vertueux et travailler aussi sur ça. Comment est-ce qu'on offre une expérience aussi qui soit... on parle souvent d'expérience de spectateur. Vous venez à un spectacle, quel qu'il soit, sportif, culturel, etc. Vous attendez à vivre une expérience unique. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le Green Ticket, qu'on peut forcément améliorer. C'est comment est-ce que mon expérience, on va dire, bas carbone, n'est pas dégradée par une expérience voiture, pas par rapport à une expérience voiture. Si on arrive à ça, les gens diront bah super, moi je suis venu en train, je suis venu en TER, j'ai fait deux modes de transport différents, j'ai mis le même temps. Et pour autant, mon expérience était tout aussi agréable. L'un des enjeux qu'on a, c'est en effet comment est-ce qu'on fait pour renforcer la part de vélo pour venir au circuit. Et là, c'est aussi, c'est bien parce qu'on parle des collectivités. Il y a comment est-ce qu'on se connecte à Chronovélo, Boulevard Nature. Ah, une voie verte, effectivement, le Boulevard Nature, en effet. En fait, si on arrive à connecter le circuit à ces deux voies-là, on pourra aussi renforcer justement ce mode de déplacement beaucoup plus vertueux pour venir aux 24 heures. Et les gens diront, c'est génial, je suis venu des villes alentours ou bien du centre. J'avais une voie qui m'était dédiée en vélo. J'ai pu garer mon vélo sans aucun souci.
Et ben, c'est peut-être ça l'avenir des 24 heures et de ces événements. Les Jeux vont l'expérimenter. Enfin, si on fait un dézoom, les Jeux Olympiques et Paralympiques vont l'expérimenter. Comment est-ce que vous faites pour faire venir des spectateurs au Stade de France en vélo? L'avenir justement des 24 heures du Mans neutre en carbone, puisque c'est l'objectif que vous vous êtes fixé de 2030. En 2019, vous étiez à 36 000 tonnes équivalent CO2. 4 ans plus tard, l'année dernière, en 2023, vous étiez toujours à peu près dans le même volume. On se demande comment vous allez réussir dans 6 ans à arriver à zéro. Enfin, en tout cas, la neutralité carbone. J'aime pas ce terme de neutralité carbone, mais après, c'est très vulgarisant. Mais c'est le plus important quand vous faites une empreinte carbone, c'est en effet de mesurer, de réduire et éventuellement ensuite de trouver des projets de contribution carbone. J'aime pas non plus pas de compensation. J'aime pas le terme de compensation parce que c'est réducteur et c'est on plante des arbres. Non, il y a plein d'autres façons de contribuer à la séquestration du carbone. L'enjeu, il est déjà il est sur la piste, mais sur la piste, c'est relativement faible. Et en effet, l'objectif, c'est de travailler justement sur la part des spectateurs et de proposer des solutions alternatives, de travailler sur des jauges peut-être réduites. Et voilà, c'est aussi des enjeux qu'on a. On ne peut pas étendre le circuit. Donc, à un moment donné, c'est peut-être se dire, la jauge, on est au max, est-ce qu'on la réduit? Et puis ensuite, c'est travailler sur les autres empreintes carbone, c'est-à-dire la logistique des équipes. Comment est-ce qu'on réduit cette empreinte logistique? On n'en a pas parlé, mais la CO a la main sur le règlement des 24 heures et du WEC, et on impose d'avoir un bilan carbone et de réduire au team de réduire l'empreinte carbone. Donc c'est tous ces effets-là qui font qu'on va essayer et qu'on doit atteindre ces moins 30%. Ça va être challengeant. Il faut aussi qu'il y ait un changement des comportements. Sur le covoiturage, on était à 1,8 personnes par véhicule, je crois, en 2017 ou 2018. Comment est-ce qu'on fait pour passer à 2 à 3 personnes par véhicule? Donc, c'est tous ces efforts-là qu'on doit essayer de remplir. Après, il faut que ce soit ludique et incitatif et positif pour les gens. Sinon, on n'arrivera pas à ça. S'ils se disent, franchement, venir en green ticket, etc., c'est une contrainte, on n'arrivera pas à les embarquer parce que ils viennent pour prendre du plaisir. Merci 1000 fois, ça passe très très vite, c'est passionnant. Je recommande chaudement la lecture de l'essai de Ludovic Bu qui sort le 28 juin aux éditions Rue de l'Échiquier. Tout voiture, on arrête tout et on réfléchit. Une jolie invitation, en tout cas, à questionner nos comportements personnels et collectifs, en partenariat avec l'association Agir pour l'environnement. Je le précise, et ça coûte 13,90 € dans toutes les bonnes librairies. Donc c'est parfait. Prochain événement de l'ACO, je le dis aussi, tout simplement, les 24 heures camions, 28 et 29 septembre prochains. Vous êtes déjà dans les starting blocks à quelques jours après les 24 heures du Mans pour préparer cet événement dont vous allez prendre quelques jours de vacances quand même. On prend quelques jours de pause pour justement regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et on travaille déjà sur l'édition 2025 et en effet, ce sera les 24 heures camions au mois de septembre. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. À très vite dans le débat sartois.